Une question par rapport au chiisme. Même en Occident, donc on sait que dans l'islam, il y a deux blocs, un bloc sunnite, un bloc chiite. Quels sont donc vos efforts, vous, en tant que prédicateur, et les efforts des autres prédicateurs pour contrer l'avancée du chiisme au Sénégal et en Afrique en général? Il y a des efforts, mais des efforts, c'est-à-dire qui ne sont pas comme il le faut. Parce que si, par exemple, c'est quelques prédicateurs qui essayent de freiner l'avancée du schisme, ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas freiner les chiites. Parce que c'est un État qui finance, c'est-à-dire les activités des chiites en Afrique. Je ne dis pas seulement au Sénégal, en Afrique, partout en Afrique. Donc si, par exemple, nous voulons freiner l'avancée du schisme en Afrique, il faut que les États comme l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, et tous les pays arabes même, parce qu'ils sont tous des sunnites, il faut qu'ils adaptent, c'est-à-dire une façon de travailler contre cette fléau. Parce que maintenant, si on dit qu'on minimise les efforts des chiites partout en Afrique, disant que non, ils ne vont pas réussir, mais si on les laisse dans 10 ans, 20 ans, nous allons dire pourquoi on n'a pas fait ceci ou on n'a pas fait cela. Ça, moi, j'attire l'attention des autorités, surtout ici en Arabie Saoudite, de donner une grande importance, c'est-à-dire aux activités contre, c'est-à-dire l'avancée des chiites au Sénégal. Parce que sinon, ils vont nous diviser. Parce que vous voyez ce qui se passe au Yémen. Vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple au Nigeria. Les musulmans s'entretuent. Pourquoi? Parce que ceux-là sont venus, ils ont sémé des désordres au sein de la communauté musulmane. Et si on croise les bras, on ne fait rien, un jour, ça sera trop tard. Qu'Allah nous aide. Amin, amin. Donc des efforts pour éviter que les chiites divisent la communauté. Oui, parce qu'au Sénégal, on ne connaissait pas l'insulte des Sahaba. Quelqu'un qui vient, il insulte Abu Bakr, Omar, Ousmane, il insulte aussi les Ummahat al-Mu'minin, les mères des croyants. Ça, c'est grave. Et puis, on ne connaît pas ce qu'on appelle Zawaj al-Muta, c'est-à-dire le mariage temporaire. Oui. Et tout ça, c'est des choses que nous ne connaissions pas. Et maintenant, les Sénégalais ont commencé à connaître ça. Et même, pas seulement au Sénégal, même au Cameroun, au Tchad, même en Afrique du Sud, partout ils sont là. Ils travaillent. Cher, dans l'actualité récente, donc on a vécu ce qu'on a appelé le printemps arabe. Également, au Sénégal, on entend parler d'agitation sur le plan politique. Est-ce que c'est la préoccupation des sunnites, des gens de la sunna, de s'intéresser à la politique? Est-ce que c'est une priorité pour que les Sénégalais reviennent vers une religion épurée, vers la vraie religion de l'islam, à votre avis? Pour moi, je ne vois pas que le printemps arabe est déjà arrivé en Afrique noire. Parce que, c'est-à-dire, la philosophie politique au Sénégal, dans les pays noirs, c'est différent des pays arabes. Les Arabes, même le bas peuple, ils sont très impliqués dans la politique. Au Sénégal aussi, les Sénégalais sont impliqués dans la politique, mais c'est différent. Le printemps arabe n'est pas encore arrivé en Afrique noire. Mais ce qui se passe maintenant au Sénégal, ça n'a rien à voir avec le printemps arabe. C'est un problème purement politique. C'est les politiques eux-mêmes qui s'entretuent entre eux pour chercher le pouvoir. Mais le peuple, peut-être ils sont influencés par les partis politiques. Vous voyez, ces derniers temps, il y a les manifestations parce que le président veut briguer un autre mandat qu'il n'a pas droit parce que selon la Constitution, il a droit de 2 mandats. Mais lui, il est en train de forcer pour briguer un autre mandat. Bon, ça, c'est ça qui a créé les troubles là-bas, mais ce n'est pas parce que c'est le printemps arabe. Mais concernant les sunnites, dans l'ensemble, ne s'intéressent pas à la politique. Ils n'ont pas de parti. Ils ne sont pas aussi dans les partis qui existent au Sénégal.
Parce que les sunnites, ils ont leur manhaj, leur système pour arriver au pouvoir. C'est de commencer par le bas peuple. Et c'est ça la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut éduquer le peuple. Quand le peuple deviendra musulman, automatiquement, les leaders deviendront aussi musulmans. Ce n'est pas un bon manhaj de commencer par le haut. Il faut commencer par le bas. Moi, c'est ça ma compréhension. Et je crois que c'est la compréhension de la majorité des sunnites. Beaucoup de Sénégalais, nous le savons, voyagent à travers le monde, donc peut-être à la recherche d'argent également, à travers d'un meilleur confort, et notamment donc en Occident, aux États-Unis, en Europe. Beaucoup aussi, effectivement, changent leur manière de voir, de comprendre, de pratiquer l'islam au contact des populations musulmanes du Maghreb et autres. D'une manière générale, j'aimerais que vous donniez un conseil aux Sénégalais donc, qui vivent à l'étranger. Quel est votre conseil aux Sénégalais qui vivent à l'étranger? Vous avez, j'avais parlé tout à l'heure de la renaissance islamique au Sénégal. C'est la même chose aussi à l'extérieur, dans les pays là où les Sénégalais se trouvent. Il y a des Sénégalais qui sont quittés du Sénégal étant sunnites. Ils sont partis en France, aux États-Unis, en Europe. Ils ont trouvé d'autres Sénégalais qui ne sont pas des sunnites. Mais ils ont commencé à faire des efforts pour convaincre ceux-là que, c'est-à-dire l'islam pur, c'est l'islam qui est basé sur le Coran et la Sunna. Vous allez en France, vous allez trouver une grande communauté sunnite sénégalaise. Vous allez en Allemagne, vous allez trouver la même chose. Aux États-Unis aussi. Il y a aussi les ulamas du Sénégal, certains ulamas qui ont influencé les émigrés sénégalais à l'extérieur, comme Dr Ahmad Lo par exemple, et d'autres qui sont là sur le terrain. Il y a aussi le web, on dit le site Khamsadine. Beaucoup de Sénégalais consultent ces sites. Ils ont découvert que vraiment, ce qu'ils ont appris depuis l'enfance et ce que Dieu nous apprend dans le Coran et la Sunna, c'est totalement différent. Donc moi, je suis optimiste que l'avenir, c'est pour l'islam. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que moi je voyage beaucoup, alhamdulillah, partout où j'arrive, les Sénégalais que je rencontre, je les prêche, je les sensibilise, je leur demande, comme moi, que ce n'est pas une ordre de moi-même, mais c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur demande d'être musulmans, d'être les serviteurs de Dieu, pas les serviteurs des créatures comme eux. Un peu d'autocritique, cher. Quels sont, à votre avis, les manquements de la part des sunnites, justement, et quels sont les besoins du prêche sunnite en Afrique? Voilà. Je ne peux pas parler de toute l'Afrique, mais permettez-moi de parler du Sénégal. Il y a un vide au sein de la communauté sunnite, parce que jusqu'à présent, les sunnites n'ont pas encore une radio. Combien de fois une chaîne de télévision? Et ça, c'est des moyens très efficaces pour accéder dans toutes les maisons. Vous voyez, au Mali, les sunnites ont une radio. Vous allez, par exemple, au Sierra Leone aussi. Et les sunnites là-bas ont une radio. Mais nous, au Sénégal, malgré qu'il y a une forte communauté sunnite là-bas, mais jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas encore une radio. D'accord. Donc nous ne pouvons pas parler d'une chaîne de télévision. Bon, là, si je peux lancer même un appel aux bienfaiteurs musulmans qui ont jaloux de cette religion, de nous aider à avoir au moins une radio. Ou après une radio, nous pouvons parler, Inch'Allah, d'une chaîne de télévision qui va suivre le manhaj, c'est-à-dire la sagesse pour orienter, éduquer le peuple sénégalais et les populations africaines tout entières, Inch'Allah. Nous allons conclure, cher Ali Badr, avec une question d'ordre général sur l'avenir de l'islam, donc dans l'Afrique et dans le monde entier. Vous dites être optimiste. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'islam? Parce que moi, je suis plutôt un peu pessimiste concernant, par exemple, la France, qui prend beaucoup de décisions à l'encontre de l'islam. Quel est votre point de vue? L'avenir de l'islam dans le monde?
Wallah, moi je vois que l'islam a un grand avenir partout dans le monde. Même en France, moi je suis allé en France pour la première fois, c'était en 1982. Je suis arrivé en France, je ne pouvais pas manger dans un restaurant. Je n'ai jamais vu à l'époque un supermarché halal ou restaurant halal. Je suis allé en 1983, 84, 85. 85, je ne partais plus en France. Je partais peut-être aux États-Unis. Après peut-être plus de 10 ans, jusqu'à 2006, je suis allé en France. Arrivé là-bas, je n'ai pas reconnu la France. Parce que j'ai vu des restaurants halal, des supermarchés halal. J'ai vu l'islam partout dans la France. Ce n'est pas seulement à Paris. Je suis allé, c'est-à-dire dans les villes, Lille, partout. Je vois il faut être optimiste. Parce que vous êtes français, peut-être c'est pour ça que vous avez peur, parce que vous voulez, c'est-à-dire islamiser le peuple français. Mais c'est l'islam l'islam triomphera en France et partout dans le monde, Inch'Allah. Inch'Allah, Allahumma amin. Cher Alibad, nous vous remercions. Qu'Allah vous récompense pour vos efforts. Amin. Amin. Qu'il nous réunisse encore une fois dans ce monde et surtout dans son paradis. Allahumma amin. Et nos salutations au Sénégal. Une prochaine rencontre, Inch'Allah. Inch'Allah. Moi aussi, je vous remercie parce que vous m'avez donné l'occasion de parler français. C'est un français vulgaire, mais Inch'Allah, je vous promets que prochainement, je vais faire l'effort pour mieux parler, pour être plus éloquent, Inch'Allah, et plus clair, Inch'Allah. Barakallah fikum. Que Dieu nous aide, nous tous. Amin, amin.